Bonjour à toutes et à tous. Un mot sur l'association, effectivement, RAP, Résistance à l'agression publicitaire. Petit assaut, mais robuste, on fête nos 25 ans cette année. L'objet social, c'est de lutter contre les effets négatifs de la publicité sur l'environnement et la société. On a une douzaine de groupes locaux répartis dans la France et on mène des activités de campagne sur le terrain et de plaidoyer sur les décideurs politiques. Donc, nous, on s'intéresse à l'ensemble des biens de masse et en fait, de l'effet de l'industrie de la communication sur le consommateur et le citoyen qui va augmenter son acte de consommation. L'obsolescence programmée ne concerne pas tous les biens de masse, pas les biens de consommation immédiate, pas les hamburgers qu'on va acheter. Pourtant, là, la pub joue un rôle massif et on n'aura pas de problème d'obsolescence programmée, peut-être de digestion. Mais il reste quand même une grosse partie des flux financiers de consommation de biens de masse qui sont concernés par l'obsolescence programmée. Alors, on accueille très favorablement les débats que ça a fait émerger. Obsolescence programmée, éco-conception, économie circulaire, plus la vision est large sur le travail de conception jusqu'à la diffusion, plus ça nous paraît pertinent. Sachant que le point, l'analyse politique, je me situe un petit peu dans les mêmes propos que Gaël juste avant. L'idée, c'est probablement de se pencher sur la stimulation artificielle de la consommation. C'est-à-dire que personne n'est contre le principe de consommer. L'enjeu, c'est la société de surconsommation, d'hyperconsommation, Lipovetsky, qui vous voulez, mais il y a un problème, on consomme trop. Il nous paraît que l'intérêt de l'obsolescence programmée, c'est peut-être pas de se focaliser seulement sur les dérives, qu'il faut absolument identifier et condamner pénalement, et donc félicite le dépôt de plainte qui a été posé aujourd'hui, et qu'il soit un succès ou pas immédiatement, il faut que dans le moyen long terme, ça en soit un. Mais il faut s'intéresser au taux de renouvellement des produits. Ça a été dit maintes fois toute la journée, je brûlais d'envie sur mon siège d'intervenir sur la pub, mais énormément de renouvellement n'a pas grand-chose à faire avec une défaillance technique, ou encore même une défaillance logicielle qui se situe un petit peu entre les deux. Mais en tous les cas, il y a énormément de produits qui sont parfaitement fonctionnels et qui sont remplacés. Dans le taux de renouvellement, quel est le rôle de l'obsolescence programmée, donc de la faute morale quasiment des industriels? Quel est le rôle du désir élaboré à coup de campagne? Je vais y venir tout à l'heure sur les mécanismes, campagne quotidienne. Il y a des rapports. L'ADEME, dès 2007, disait que la première cause de non-réparation n'était pas technique. En 2016, elle revient un petit peu à la charge en disant que c'est essentiellement des produits de mauvaise qualité ou le désir, alors comment il formule ça, l'attrait pour la nouveauté. C'est vrai que la nouveauté, je vais essayer d'en parler, mais en tous les cas, encore en dehors du technique, ou pour ne citer que les trois plus grosses études sur le sujet, celle de l'université de Bonn avec l'Institut OCO pour le ministère du Développement allemand, qui pointe aussi une augmentation du taux de renouvellement, une augmentation en même temps de l'obsolescence programmée, mais peut-être pas aussi rapide, et donc une augmentation de je ne sais quoi, précisément le désir d'acheter du consommateur. Donc évidemment, disons que dans le milieu de la communauté critique de la publicité, des anti-pubs, peut-être qu'on venait d'une hypothèse inversée. Il faut avouer qu'on se penche, ça fait quoi, 5 ans que les rapports sortent, 2 ans qu'il y en a de plus en plus sur l'obsolescence programmée, donc on est un peu aussi nouveau dessus. Mais peut-être que l'hypothèse était inversée, on se disait, les industriels investissent massivement dans la communication commerciale, ils arrivent dans tous les cas à un taux de renouvellement satisfaisant, et à partir de là, ils vont programmer leur obsolescence. Donc, au cas où il y ait quelques récalcitrants un petit peu éloignés des publicités, il faut que quand même l'engin pète. Ou alors, et ça c'est un gros sujet, je pense que c'est l'étude Picot qui l'a fait, mais je crois que l'ADEME a l'air de se pencher dessus, mais les scrupules qu'on a à jeter notre portable. Il faut donner une bonne raison à ces scrupules, c'est-à-dire qu'il y a au préalable un désir de consommation, un désir de nouveauté, et il faut bien que l'industriel offre des opportunités. Changement de couleur, design. Alors, tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas d'attribuer qui est le plus pertinent entre l'obsolescence programmée liée au produit ou le désir de nouveauté du consommateur. Il s'agit d'articuler les combats. L'un sans l'autre, on n'y arrivera pas trop. Sur le concept d'obsolescence esthétique, on en parlait un petit peu. Aujourd'hui, là, je pense un petit peu en direct, mais disons donc on a obsolescence technique, logicielle, et in fine esthétique, c'est celle qui commence à faire le pont avec la psychologie. Principalement, les gros points, c'est évolution du design et des gammes, et l'autre, c'est la ventilation des avancées technologiques. On a une batterie d'avancées technologiques, on en sort une au printemps 2016, une à l'hiver 2017, une
ensuite, et donc on les ventile pour pouvoir lancer une nouvelle campagne. Donc c'est essentiellement en ça que consiste l'obsolescence esthétique, d'évolution selon l'ADEME, il y a plusieurs mots. Clairement, dans les 5-6 rapports sur l'obsolescence programmée, aucun n'ouvre vraiment cette boîte noire. Et donc on a ces deux points du design et de la ventilation des avancées technologiques. C'est parce que c'est donc très lié au produit, à la méthode de conception du produit. Or, la pub, l'industriel sous-traite à l'industrie de la communication et du marketing une campagne publicitaire. Et donc on sort de la branche ingénieur et conception du produit, et il n'y a pas vraiment... Alors, on va repeindre en rouge ou en bleu, mais ce qui compte, à partir d'un certain moment, c'est vraiment la campagne de publicité. Donc, l'obsolescence esthétique, c'est très intéressant pour faire le pont. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler des enjeux de pub dans ce cadre? Il faut peut-être juste articuler les débats. Bon, je laisse ouvert, c'est une question sur laquelle on réfléchit en direct. Pour parler rapidement du fonctionnement de la publicité, tout simplement, l'acte de consommation, il est très couramment analysé, enseigné dans les lycées comme un acte rationnel pour des fins utilitaires correspondant à des besoins. Rassurez-vous, personne ne travaille là-dessus dans le milieu industriel, on travaille sur l'aspect émotionnel. La branche ingénieur se pose des questions de besoins et d'avancées, mais les campagnes publicitaires sont entièrement construites sur le niveau pulsionnel, le niveau émotionnel, concrètement l'inconscient. Il y a un demi-siècle de sciences de gestion, ce sont les sciences qui sont appliquées à l'entreprise. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Depuis 3 décennies, on a aussi ce qu'on appelle les SIC, les sciences de l'information et de la communication, qui est un petit peu la branche des sciences sociales qui se penche sur la com. Et alors eux, ils s'intéressent pas seulement au comportement d'achat, comportement et décision d'achat strictement, ils s'intéressent à tous les impacts qu'il peut y avoir. Alors l'industrie, l'économie des médias, l'impact sur les valeurs, je vais en parler, donc tous les autres. Donc on commence vraiment à avoir une grille d'analyse assez large. Et donc l'enjeu symbolique de l'acte de consommation est absolument fondamental, ça dépend des produits, mais clairement, typiquement si on est sur l'iPhone, Apple, c'est un niveau d'hégémonie publicitaire, il n'y a pas beaucoup de comparaison, on est vraiment dans des très gros poissons, et la relation avec l'iPhone ou le Mac est très loin d'une relation utilitaire. Entre le prix et l'obsolescence programmée, c'est complètement déraisonnable d'acheter là-bas. La relation affective est extrêmement puissante, vous n'allez pas détacher facilement, c'est ce qu'on appelle une communauté de marques. Toutes les opportunités de réparabilité sont inutiles sur ce cas précis-là. Donc ça dépend une machine à laver moins. Un iPhone, c'est vraiment très solide. Donc il faudrait adapter à chaque produit un petit peu la stratégie qu'on met en avant. J'essaie d'accélérer. Mais donc oui, le mécanisme de base, alors il y en a plein, il y a le matraquage, il y a la communication libidineuse qui donne lieu au publisexisme, donc d'accrocher, de réveiller soit les peurs, les souffrances ou la libido en accrochant une femme à une voiture. Bon, il y a tout ça, c'est des vieilles techniques, elles sont cumulées, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de les faire, elles sont juste cumulées. Maintenant, en tout cas, l'incontournable et ce qui est extrêmement puissant, c'est la stratégie socio-culturelle. Une pub comporte très peu d'informations, voire pas. La campagne Adopte un mec, si vous avez déjà vu un signe à l'intérieur, il n'y en a pas. La publicité institutionnelle communique sur les valeurs de la marque, absolument pas sur un produit. Il s'agit de greffer au produit un système de valeurs pour... Donc, l'idée, c'est de créer une frustration et d'offrir une réponse à cette frustration. Et donc, on crée une frustration par rapport à une valeur et on intime au consommateur, donc essentiellement de manière inconsciente, mais ça peut être conscient, l'idée qu'en consommant le produit, on pratique la valeur. Donc on n'achète pas une cafetière, on achète une stature sociale, on n'achète pas un jean, on achète une attitude rebelle. C'est ça qui se monnaie. Alors ça dépend encore une fois des produits. Mais il y a des produits, ce qui se monnaie n'a rien à voir, il y a très peu à voir avec le produit. Et ça, il faut l'intégrer dans le logiciel parce que ça joue. Et donc au niveau des... Bon, je passe sur les marques. Donc les industriels sont des annonceurs. Il y a une industrie de la communication, de la publicité, du marketing et des relations publiques. La différence entre publicité et relations publiques, c'est que la publicité, on achète l'achat d'espace. Les relations publiques, on travaille les journalistes pour avoir cet espace. Et c'est gratuit. Paid media, earned media. Mais il faut les deux pour faire une bonne campagne de lancement de produits. Les industriels sont des annonceurs. En France, le volume financier, c'est 30 milliards.
Il évolue doucement, sachant que 80% est concentré entre 500 multinationales. Et pour l'extrapoler au niveau international, on parle de 700 milliards. C'est encore une fois une poignée de multinationales. C'est certainement pas la PME. Alors, un petit peu, quels sont les flux? C'est difficile à quantifier, je vous laisse imaginer, mais tous les supports. Il y a à peu près 5 études qui donnent différents chiffres, mais en gros, on tourne entre 3 et 5 000 messages publicitaires constitués qu'on reçoit par jour, une personne en agglomération. Si on parle juste de stimuli commerciaux, c'est-à-dire le logo que je vois sur une voiture ou un sweatshirt, on a 15 000. Donc tous les jours. Aujourd'hui, on étudie les cerveaux grâce à des IRM, et le principal moteur de ces études en termes de science, c'est financé par des annonceurs. Il faut les digérer, ces 15 000. Alors, je ne vais pas étendre là-dessus, mais on a principalement le sommeil, on a le pilote automatique, 95% de notre cerveau est automatique, enfin, est inconscient. Il faut quand même les faire passer quelque part. L'homo sapiens n'a jamais connu ça jusqu'à il y a 50 ans, ou jusqu'à il y a 20 ans plutôt. Donc voilà ce qu'on reçoit un petit peu tous les jours. Pensez au 4x3 dans le métro de Paris, les bâches, là je parle de ce qui évolue, donc les bâches publicitaires, les tunnels de pub sur TF1, les journaux gratuits, l'euro, c'est une économie publicitaire, les JO sera une économie publicitaire, Google, Facebook, c'est une économie publicitaire, de collecte des données. Donc ça, c'est les enjeux de demain, ça va être plus compliqué. Voilà ce qu'on reçoit. Il faut aussi penser à tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le système culturel dans lequel s'insère la publicité. Quand Patrick Lelay dit qu'il vend du temps de cerveau disponible, il ne fait pas une blague. Les programmes culturels sont aussi taillés pour ces choses-là. Dans le cinéma, c'est le placement de produits. La Ligue 2 de football aujourd'hui s'appelle Pizza Domino. Tous les stades de France ont un nom de marque. Vous n'allez pas à Bercy, vous allez à Accor Hotel Arena. Donc, le native content, vous avez probablement entendu parler, mais c'est dans les colonnes du journal que vous lisez. Vous aviez les pubs, donc vous saviez les reconnaître. Maintenant, dans la colonne article, c'est écrit par une marque. Le statut juridique n'étant pas clair, ce n'est pas toujours reconnaissable. À l'heure actuelle, vous pouvez avoir du en partenariat. Mais en tous les cas, c'est pour dire que la culture promotionnelle s'insère dans de nombreux interstices au-delà du message publicitaire traditionnel, qui lui est en augmentation. Alors, je ne sais pas si je suis hors délai, Oui, légèrement. De toute façon, on aura le temps de revenir sur ces éléments, sauf s'il y avait absolument une dernière info à préciser, parce que je pense qu'il y aura quelques réactions déjà entre nous. Je voulais juste parler des effets, j'aborderai éventuellement les politiques de régulation de la pub sur des questions, mais pour parler... Là, je vous ai dit les volumes, mais les effets, en gros, il y a sur les valeurs et sur la consommation. Sur les valeurs, je vous lis une phrase de l'ONU, les comportements, rapport du Conseil des droits de l'homme de 2014 sur la publicité et ses effets, les comportements et attitudes que la publicité tente de faire adopter sont souvent néfastes du point de vue de la santé, des relations sociales, ainsi que de l'environnement. Et là, je vous renvoie à un rapport de PIRC, Public Interest Research Center. Je ne peux pas le détailler, je vous invite à poser une question dessus. Il explique le lien, alors ça c'est les études culturelles classiques, les valeurs déterminent les attitudes qui déterminent les comportements. L'attitude c'est dans la tête, le comportement ça se manifeste. On sait que la pub promeut les valeurs extrinsèques par opposition aux valeurs intrinsèques. Et je ne vous dirai pas ce que ça veut dire comme ça, je fais un teaser. Et le dernier mot, et j'en ai terminé, sur la pub influe-t-elle sur la consommation? Oui. Galbraith l'a théorisé, grand économiste keynésien dans les années 70. On a maintenant des études empiriques, Seldon en l'occurrence. Oui, la publicité augmente en valeur absolue la consommation. Bon, vous faites de la pub pour le tabac, vous aurez plus de tabagisme. Ça réoriente la consommation des ménages de l'épargne et l'investissement vers le crédit à la consommation. Donc on revient voilà, sur tous les enjeux de production des déchets in fine, mais tout en haut, il y a depuis le consommateur une influence manifeste sur son comportement d'achat et il consomme plus. Et si on ne traite pas ça, on aura du mal à viser la société d'hyperconsommation et on pourra éventuellement attaquer les dérives qu'il faut condamner de la part des industriels, mais il faut absolument voir plus loin. Il y a deux dimensions, je les évoque. Est-ce qu'on peut taxer massivement? Moi je suis pour, mais ce n'est pas consensuel dans le milieu, parce que taxer, adosser un financement à l'assiette publicitaire signifie qu'à un moment on va être dépendant de l'assiette publicitaire et voilà, il peut y avoir au niveau des décideurs politiques une dépendance et du coup un soutien. Mais c'est un sujet qui doit se discuter parce qu'il y a taxe de régulation, taxe de financement, on doit pouvoir diminuer la pub tout en tirant de l'argent. À titre tout à fait personnel, je suis pour. L'autre chose que ça m'évoque, c'est la loi Evin 2017, c'est-à-dire que
Il y a eu un consensus politique sur le fait que certains produits ne peuvent pas être l'objet de publicité, comme quoi on sait que c'est très efficace. Pour le coup, le tabac, la politique de mettre des gorges ouvertes derrière fonctionne très très bien. Enfin, et donc, à quand la loi E20 sur les 4x4 urbains, sur tout ce qui n'est plus acceptable, que peut-être des entreprises peuvent mettre sur le marché, mais certainement pas nous stimuler le désir de manière active 6 mois après la COP21. Donc oui, pour une loi E20 anti-publicitaire complètement. Et quelles sont les actions? Alors j'ai parlé, alors en 2 mots, le côté plaidoyer. La publicité en France est totalement autorégulée, c'est aussi le cas de tous les autres pays de la planète. C'est-à-dire que ce sont les annonceurs et les agences de communication qui se réunissent entre eux et qui édictent les règles concernant les contenus et qui ensuite les jugent quand il y a des plaintes. On vous dira qu'il y a des ONG. Les ONG ne sont ni dans l'espace où on décide des règles, ni dans l'espace où on les juge. Ils sont dans un espace paritaire là-bas, et ils sont 2. Donc la fin de l'autorégulation, clairement. Ce que je vous dis pour l'instant est recommandé par l'ONU. Je vous renvoie au rapport du Conseil des droits de l'homme 2014. Réappropriation de l'espace public. Sortir les pubs de l'espace public. Il y a 4 États aux US qui n'en ont pas une seule. Il y a Sao Paulo qui a tout viré en 2008. En Inde, la ville de Chennai, donc c'est l'Inde et le Brésil qui donnent des leçons. Il y a Grenoble qui a tenté, tant que faire se peut, parce qu'elle a rompu le contrat sur les scellés au sol, mais il reste les abribus. Bristol se bat, Berlin va peut-être faire un référendum local, donc on peut sortir la pub de l'espace public, on peut faire des parcs à pub, donc il faut qu'on discute de ça, tout à fait. La revendication historique et assez puissante de notre association, c'est le droit de réception, tout simplement la liberté d'expression dont se revendique le secteur publicitaire, et à tort, le droit international est très clair là-dessus, parle d'un droit de recevoir. Donc il y a un droit de réception et tout simplement c'est le opt-in, le opt-out, c'est-à-dire que quand vous voulez recevoir une pub, on doit vous demander la permission. Quand il y a un 4x3 dans le métro, il vous faut regarder vos pieds, donc le droit de réception est violé. Donc respectez le droit de réception et puis tout simplement la transparence sur les données et les budgets parce que c'est très opaque. Ensuite, pour l'aspect campagne terrain, je vous invite, il y a je crois demain la réunion du groupe Rap Paris, à laquelle jeudi, à 7h30 au local, en l'occurrence du secrétariat national, rue de la Chine à Gambetta. Je vous invite à vous y rendre. On discute de la nouvelle fresque totalement illégale qui a été mise sur le canal, à côté du canal de l'Ourcq, qui fait 20 mètres de haut. C'est la 3e fois, c'est illégal et la mairie laisse faire. On discute de la pub en bas de notre local qui est complètement illégale. On a fait une pétition, bref, on discute. Donc vous êtes bienvenus. Sur les valeurs extrinsèques et intrinsèques, concrètement, c'est un rapport d'un institut et le VVF anglais qui est sorti en 2011. Il se base sur un travail des Cultural Studies, les études culturelles. Ils ont identifié 57 valeurs universelles. Alors c'était un travail dans les années 90 sur 65 000 personnes dans 68 pays. Et ils ont identifié, alors 57, ça peut varier de quelques-unes, depuis c'est toujours repris, c'est le modèle. Il y a 57 valeurs partagées dans tous les pays du monde et évidemment chacun donne la priorité aux unes ou aux autres. Des chercheurs ont récupéré ce travail pour les identifier en 2 groupes, les valeurs intrinsèques et les valeurs extrinsèques, sachant que l'une marche contre l'autre. C'est des vases communicants. Je lis parce que c'est pas facile à définition, mais en gros, les valeurs intrinsèques, elles se réfèrent aux choses dont l'accomplissement apporte une satisfaction de manière inhérente. Donc on va avoir l'acceptation de soi, le développement personnel, le sentiment de filiation aux amis. On n'a besoin de personne pour accomplir ces valeurs. Extrinsèque, c'est le contraire, c'est les choses dont la satisfaction dépend fortement de la perception des autres, donc l'élévation dans les strates sociales, l'affection pour la richesse matérielle ou l'attrait du pouvoir. Donc il ne s'agit pas d'attribuer les bonnes et les mauvaises valeurs, elles sont toutes en nous, mais on en priorise certaines. Ce que les chercheurs ont fait, c'est regarder les valeurs promues par la publicité, je vous le donne en 1000, c'est à peu près systématiquement des valeurs extrinsèques, et de fait, donc, les valeurs déterminent les attitudes qui déterminent les comportements. L'attitude, c'est une attitude agressive au volant, c'est quand vous insultez tous les conducteurs que vous voyez et que vous les trouvez hostiles. Le comportement, c'est quand vous commencez à faire des têtes à queue concrètement. Donc les valeurs déterminent ces 2 choses-là. Donc la pub influence les valeurs extrinsèques, donc évidemment ils arrivent à en tirer des conclusions sur ces comportements sujets à l'influence publicitaire qui font obstacle à la transition écologique et sociale et au comportement solidaire. Donc là, c'est probablement une bombe qu'il nous faut exploiter, qui arrive à peine en France, qui n'est pas encore traduite. Mais là, on aura un vrai sujet sur le rôle de la pub marchande dans une volonté politique de transition énergétique, écologique et solidaire. Merci Renaud.